Damien Laurent régnait sur les étages supérieurs de la tour Archion comme un monarque sur son royaume de verre et de silence. À 50 ans, il était l'image même de la réussite parisienne. Costume taillé sur mesure, cheveux gris toujours impeccablement coiffés, regard d'acier capable de glacer une salle en un instant. Installé dans le 9e arrondissement, l'entreprise Archion dominait le secteur technologique avec la même froideur méthodique que son fondateur. Damien n'était pas simplement respecté, il était redouté. Les employés, même les plus anciens, n'osaient l'approcher sans une raison impérieuse. Son arrivée matinale provoquait un frémissement collectif. Les discussions s'arrêtaient, les regards s'abaissaient, les écrans s'illuminaient soudain d'une concentration fébrile. Il ne parlait jamais plus que nécessaire. Sa voix, rare, était tranchante comme une lame. Il n'acceptait aucun retard, aucune approximation, aucun écart. Son bureau au dernier étage était aussi insondable que lui-même. Il y passait des heures, seul entouré de baies vitrées donnant sur les toits de Paris. Une vue à couper le souffle qu'il semblait ignorer. Personne ne savait grand-chose de lui. On murmurait qu'il n'avait ni famille ni amis. On racontait qu'il ne prenait jamais de vacances, qu'il dormait 4 heures par nuit et qu'il répondait à ses emails à 3 heures du matin. Il ne participait pas au déjeuner d'équipe, ne signait pas les cartes d'anniversaire, ne souhaitait jamais la bienvenue aux nouveaux. Pour les employés, Damien n'était pas un homme. C'était une entité, intouchable, inflexible, inhumain. À l'intérieur même de l'entreprise, son nom était prononcé avec une prudence presque religieuse. Ceux qui avaient osé lui tenir tête n'étaient plus là pour en parler. Les couloirs résonnèrent d'une forme de discipline implicite, d'un ordre muet dicté par la simple possibilité qu'il surgisse à tout instant. Dans cette ambiance tendue, chacun jouait sa partition avec la peur de fausser une seule note. Et pourtant, à l'approche du 21 novembre, quelque chose flottait dans l'air. Ce jour-là, d'après les registres internes, Damien Laurent allait avoir 50 ans. Mais aucun mail ne fut envoyé, aucune décoration ne fut prévue, aucun bouquet ne fut commandé. Dans une autre entreprise, un tel événement aurait suscité au moins un gâteau en salle de repos ou quelques mots embarrassés dans une réunion. Mais chez Archion, on ne célébrait pas le PDG. On survivait à son ombre. La peur n'était pas la seule raison de ce silence. Il y avait aussi un ressentiment discret, collectif, à peine formulé. Car s'il avait bâti un empire, Damien n'avait jamais levé les yeux pour regarder ceux qui l'y avaient aidé. Il ne disait jamais merci. Il ne posait jamais de questions personnelles. Il ne voyait pas les visages, seulement les résultats. Alors pourquoi se soucier de son anniversaire, lui qui semblait avoir effacé tout ce qui faisait de lui un être humain? Dans les étages inférieurs, pourtant, quelqu'un observait la scène avec un œil différent. Une femme que personne ne remarquait, pas même les cadres supérieurs qui passaient à côté d'elle chaque matin sans un bonjour. Cette femme, armée d'un chariot, d'un seau et d'un vieux balai, circulait dans les couloirs à l'aube et à la tombée de la nuit. Elle connaissait les recoins de l'immeuble mieux que quiconque. Elle en connaissait aussi les silences. Son nom était Céline Moreau. Et contrairement aux autres, elle voyait Damien. Mais lui ne la voyait pas. Le 21 novembre débuta comme tous les autres matins de la semaine chez Archion. Froid, mécanique, précis. Il était 7h45 lorsque Damien Laurent franchit les portes vitrées du siège, son attaché-case en cuir noir dans une main, l'autre glissée dans la poche de son manteau en laine anthracite. Le portique de sécurité émit un bip discret. L'agent de sécurité hocha la tête sans dire un mot. Damien ne répondit pas non plus. Il ne répondait jamais. L'ascenseur s'ouvrit immédiatement, comme s'il l'avait attendu. Damien entra, appuya sur le bouton du dernier étage, puis s'immobilisa, le regard rivé sur le miroir qui tapissait l'intérieur de la cabine. Il ne se regardait pas vraiment. Il constatait, chaque jour avec la même neutralité, que le temps ne l'avait pas encore trahi. Pas une ride de plus, pas un cheveu déplacé, pas un centimètre cédé à la fatigue. À l'extérieur, Paris s'éveillait lentement, mais dans cette tour de verre et d'acier, tout était déjà en mouvement depuis longtemps. Le silence dans les étages supérieurs n'était pas seulement une question d'acoustique, il relevait presque d'un pacte non écrit. On ne riait pas trop fort, on ne plaisantait pas. Et surtout, on ne parlait jamais de Damien Laurent en sa présence, sauf si l'on était directement interrogé. Ce matin-là, il franchit les couloirs sans que personne ne détourne le regard. Aucun sourire, aucun hochement de tête complice, aucun murmure en son passage.
Les assistantes avaient les yeux rivés à leurs écrans. Les cadres consultaient à leur tablette avec une intensité feinte. Même son propre assistant personnel, Julien, se contenta d'un « Bonjour, monsieur Laurent », aussi neutre qu'une ligne de code. Damien entra dans son bureau, referma la porte derrière lui. Il posa sa mallette sur le bureau, ôta son manteau, puis s'arrêta un instant. Il observa la pièce. Toujours aussi ordonnée, toujours aussi impersonnelle. Il avait passé des milliers d'heures dans cet espace, et pourtant, aucun objet personnel n'y figurait. Pas de photos, pas de souvenirs, pas de traces de vie en dehors de l'entreprise. Ce matin-là, il avait l'étrange sensation que quelque chose manquait. Il alluma son ordinateur. À l'écran, aucun message spécial, pas de notification inhabituelle, juste le flux habituel de courriel, bilan, graphique, échéance. Il prit une gorgée de son café noir, déjà posé sur son bureau par Julien avant son arrivée, et s'attarda un instant sur le goût amer. Ce goût lui semblait plus prononcé aujourd'hui. Ou bien était-ce autre chose? Il ouvrit son agenda numérique. Rien ne signalait que ce jour avait une signification particulière. Pourtant, il le savait. C'était son anniversaire. 50 ans. Un chiffre rond, un cap symbolique pour certains, un simple détail pour d'autres. Pour Damien, cela n'avait jamais été important, en théorie. Mais dans ce silence absolu, dans cette indifférence glacée, il sentit une fissure microscopique se former. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, les mains croisées dans le dos. Il regarda à travers la grande baie vitrée. La lumière du matin baignait les toits de Paris d'un éclat pâle. En bas, les voitures avançaient dans une lenteur contrôlée, typique d'un matin d'automne. Damien se demandait ce qu'il attendait, exactement. Un message? Une attention? Peut-être simplement un regard différent. Quelque chose même infime, qui aurait trahi une once de considération. Mais rien ne vint. La journée s'écoula avec une rigueur mécanique. Réunions en visio, rapports à valider, décisions à trancher. À midi, il prit un repas frugal dans son bureau, seul comme toujours. Les voix des employés résonnaient faiblement à travers les murs, mais aucune ne se dirigea vers lui. Pas un mot, pas une allusion, pas même un clin d'œil implicite. Il fut, comme à son habitude, totalement isolé. À 16 heures, une réunion avec le service de développement fut expédiée en 30 minutes. Personne ne s'étonna de son ton plus tranchant que d'habitude. À 17h30, il refusa une demande de Julien pour une conférence à venir, d'un ton sec qui ferma toute discussion. À 18h, il s'installa seul dans son bureau, les mains croisées devant lui, le regard vide. Il se sentait engourdi, étrangement vidé. Damien Laurent n'avait jamais eu besoin de personne. Du moins, c'est ce qu'il s'était toujours répété. Mais ce jour-là, cette vérité qu'il avait érigée comme un mur protecteur commençait à sonner creux. Il n'aurait jamais admis une telle faiblesse, même en pensée, mais quelque chose s'était glissé dans son esprit. Une question sourde, insistante, et si, malgré tout, cela lui manquait. Pas les fêtes, ni les cadeaux, ni les banalités sociales, mais simplement être vu. À 19h passées, le bureau s'était vidé, les lumières automatiques s'éteignaient dans les couloirs inoccupés. Il ne restait que le cliquetis lointain du clavier de l'équipe de maintenance informatique et le bruit discret d'un aspirateur dans les étages inférieurs. Damien resta assis dans l'obscurité relative de son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur qu'il n'avait pas touché depuis 1 heure. Il ne savait pas vraiment ce qu'il attendait. Peut-être que quelqu'un se souviendrait. Peut-être qu'un message arriverait tardivement. Peut-être que Julien s'était montré discret volontairement, préparant une surprise. Peut-être, mais non, rien ne vint. À 20h précises, il éteignit l'écran, se leva et remit son manteau. Le silence était total. Pas même un bruit de pas dans le couloir. Il ouvrit la porte de son bureau. Le couloir était désert. Toutes les lumières, sauf celles de sécurité, étaient éteintes. Il marcha lentement vers l'ascenseur, chaque pas résonnant dans l'immensité vide. Il appuya sur le bouton. La cabine descendit lentement, puis s'ouvrit avec un léger soupir. Il entra, les mains dans les poches. Son reflet dans le miroir semblait plus flou que d'habitude, comme si quelque chose en lui avait perdu de sa netteté. Il ne savait pas quoi, et cela l'agaçait. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, il aperçut une silhouette au loin, balayant l'entrée avec application. Elle ne leva même pas les yeux. Elle continua simplement, comme si de rien n'était. Damien sortit dans la nuit froide de novembre.
Le vent glacial s'infiltra sous son col. Il marcha sans se presser, en silence, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit ce que cela faisait d'être simplement ignoré. Céline Moreau arpentait les couloirs du siège d'Archion comme une ombre discrète, toujours présente mais jamais remarquée. Depuis plus de 5 ans, elle nettoyait les mêmes bureaux à la même heure, avec les mêmes gestes précis. Elle connaissait les habitudes de chacun sans jamais avoir échangé un mot avec eux. Elle savait quels employés restaient tard, qui laissaient toujours des miettes de croissant sur son clavier, qui oubliaient d'éteindre son ordinateur. Elle devinait les tensions, les frustrations, les petites vanités étalées dans les détails du quotidien. Mais elle ne faisait jamais de bruit, ne posait jamais de questions et surtout, n'attirait jamais l'attention. Pour tous, Céline était invisible. Une présence fonctionnelle, nécessaire, mais fondamentalement muette. Elle n'en voulait à personne. Elle avait appris depuis longtemps que l'indifférence des autres était plus facile à porter que leur pitié. Dans les étages supérieurs, les visages étaient figés, les pas rapides, les voix basses. Les rares fois où quelqu'un la croisait, c'était avec un hochement de tête furtif ou un silence poli. Céline s'en accommodait. Elle venait, elle nettoyait, elle repartait. Mais ce 21 novembre, quelque chose la troubla. Elle avait vu Damien Laurent entrer, comme chaque matin, à la même heure, avec le même manteau impeccablement boutonné, le même regard froid fixé droit devant lui. Mais aujourd'hui, il y avait eu une nuance, une crispation subtile autour de la bouche, un imperceptible ralentissement de son pas dans le couloir du 9e étage. Céline n'avait pas pu l'expliquer, mais elle avait perçu un trouble, presque une hésitation, et cela l'avait intriguée. Elle se souvenait d'avoir aperçu, quelques jours plus tôt, sur une feuille oubliée près de la photocopieuse, un planning de réunions internes où figurait une annotation manuscrite. 21-11, anniversaire DL, ne rien prévoir. Cela l'avait surprise. Pas tant l'existence de l'anniversaire que cette précision presque bureaucratique de ne pas le célébrer. Elle avait alors compris que personne, vraiment personne, ne comptait lui souhaiter quoi que ce soit. Et maintenant, en observant son silence inhabituel, son visage figé plus que d'ordinaire, elle se demanda s'il n'y avait pas là, derrière cette façade de glace, un homme qui, peut-être, attendait quelque chose. Ce ne fut pas un raisonnement construit, ni une décision longuement pesée. C'était un simple élan presque instinctif. Ce jour-là, en fin d'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à terminer sa tournée de nettoyage, Céline prit une pause et descendit discrètement au petit commerce de la rue adjacente. Elle acheta un petit gâteau au chocolat, simple, avec quelques copeaux sur le dessus et une bougie fine. Elle ne savait même pas pourquoi elle l'avait choisi, mais cela lui semblait juste. De retour au bâtiment, elle attendit que la majorité du personnel ait quitté les lieux. Elle savait que Damien restait souvent tard. Elle monta au 9e étage, tenant la petite boîte blanche entre ses mains gantées. Ses pas étaient lents, mesurés. Le couloir était vide, la lumière tamisée. Elle inspira profondément devant la porte massive du bureau de Damien. Elle n'avait jamais osé frapper à cette porte. Personne ne le faisait sans convocation. Mais cette fois, elle leva la main et toqua doucement. 1 fois, 2 fois, pas de réponse immédiate. Elle attendit. Puis une voix rauque, sèche, résonna de l'intérieur. « Entrez !» Céline ouvrit la porte avec précaution. Damien Laurent était assis derrière son bureau, le regard fixé sur un document qu'il ne lisait manifestement plus. Lorsqu'il la vit, son visage se durcit, par réflexe. Il ne comprit pas immédiatement qui elle était. Elle n'était qu'une silhouette parmi d'autres dans les marges de son quotidien. Mais elle s'avança, tenant la petite boîte devant elle, et dit simplement d'une voix timide mais claire « Joyeux anniversaire, monsieur Laurent ». Le silence qui suivit fut dense, presque palpable. Damien fronça légèrement les sourcils. Il regarda la boîte, puis Céline, comme s'il tentait de résoudre une énigme. Il resta figé un instant avant de répondre d'un ton sec « Qui vous a dit que c'était mon anniversaire ?» Céline soutint son regard avec une étonnante dignité. « Je l'ai vu, sur un document oublié. J'ai juste pensé que... » Personne ne semblait y avoir pensé. Elle posa doucement la boîte sur le bord du bureau, sans insister. Damien la fixa encore, incapable de formuler une réponse immédiate. Il n'était pas habitué à ce genre de geste. Il ne savait pas comment le recevoir. Il n'y avait aucun intérêt derrière, aucun calcul, aucune flatterie. Juste un geste simple, désarmant. Une bienveillance qu'il n'avait pas prévue. Cela le déstabilisa.
Il se leva lentement, fit le tour de son bureau et observa le gâteau. Il ouvrit la boîte sans un mot. L'odeur du chocolat s'en échappa. Il y avait même une petite bougie, encore non allumée. Céline sortit timidement un briquet de sa poche et la flamme jaillit. Le silence reprit. Damian regarda la flamme danser quelques secondes, puis, presque à contre-cœur, il souffla la bougie. Elle applaudit discrètement, comme si elle ne voulait pas troubler l'équilibre fragile de ce moment. Damian esquissa une réaction. Pas un sourire, mais quelque chose d'indéfini. Une tension relâchée. Un souffle imperceptible. « Merci », dit-il finalement, d'une voix plus basse que d'habitude. Céline hocha la tête. « Vous voulez un morceau ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis répondit, après une pause, « Oui ». Elle coupa 2 petites parts et lui tendit l'une d'elles. Ils mangèrent en silence, debout, à quelques pas l'un de l'autre. Céline ne parla plus. Elle respectait ce silence. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Damian, lui, semblait ailleurs. Son regard s'était perdu dans un point flou de la pièce. Le goût du gâteau avait ravivé quelque chose. Une mémoire ancienne, enfouie, qu'il croyait oubliée. Il ne voulait pas y penser. Mais c'était là. Il inspira profondément, reposa l'assiette vide sur son bureau et remercia encore une fois d'un ton plus ferme. « Je vais vous laisser », dit Céline, doucement. « Bonne soirée, monsieur Laurent. » Elle tourna les talons, se dirigea vers la porte et sortit sans bruit. Quand elle referma la porte derrière elle, Damian resta immobile quelques secondes. Puis, il s'assit lentement dans son fauteuil, les yeux posés sur la bougie éteinte. Il resta ainsi longtemps, sans bouger, alors que les couloirs du 9e étage redevenaient silencieux. Pour la première fois depuis des années, il se sentit touché par un geste qu'il ne pouvait ni analyser ni contrôler. Et cela, plus que tout, l'avait profondément troublé. Le lendemain du 21 novembre, Paris s'éveilla sous un ciel gris et uniforme. Les vitres de la tour Archion reflétaient la lumière laiteuse d'un matin sans éclat, et la ville semblait tourner au ralenti. Mais au 9e étage de la tour, dans le vaste bureau de Damian Laurent, le temps ne ralentissait jamais. Ce matin-là, pourtant, quelque chose avait changé. Damian était arrivé plus tôt que d'habitude. Il avait traversé le hall sans adresser un mot à personne, et son visage affichait une neutralité encore plus marquée que la veille. Julien, son assistant, avait tenté de l'informer d'une réunion avancée de 30 minutes, mais il s'était vu couper par un simple geste de la main. Damian n'avait envie de parler à personne. Le souvenir de la veille revenait sans cesse dans son esprit. Le petit gâteau, la flamme vacillante de la bougie, le regard tranquille de Céline. Il s'en voulait presque d'y avoir accordé de l'importance, mais quelque chose en lui refusait d'écarter ce moment. Ce n'était pas de la gratitude, ce n'était pas du trouble, c'était un sentiment qu'il ne savait pas nommer. Le bureau était silencieux. Son ordinateur était allumé. Les chiffres défilèrent sur l'écran, mais il ne lisait rien. Il restait là, les mains croisées, observant la ville à travers les vitres, comme si les toits de Paris allaient lui fournir une réponse qu'il ne parvenait pas à formuler. Il avait passé la soirée précédente sans ouvrir un seul fichier, sans répondre à un seul courriel. Il avait laissé la boîte du gâteau sur son bureau, intacte, comme un rappel muet d'une brèche inattendue dans son quotidien de marbre. À 11 heures, il fit appeler 3 directeurs pour une réunion d'urgence. L'un d'eux, un homme au costume trop ajusté et à la voix faussement assurée, tenta de le contredire sur une décision budgétaire. Damian l'interrompit net, haussant le ton de manière tranchante. Le silence s'abattit sur la salle. Il n'était pas rare qu'il impose son autorité ainsi, mais cette fois, il y avait une nervosité dans sa voix, un agacement qui dépassait le simple désaccord professionnel. Quand la réunion prit fin, il ne salua personne. Il quitta la salle le premier et retourna à son bureau à grandes enjambées. Céline, quant à elle, continuait son travail comme tous les jours, mais depuis la veille, un léger trouble l'habitait. Elle n'avait pas raconté à personne ce qu'elle avait fait, ni à sa fille, ni à ses collègues de l'équipe de nettoyage, ni même à la responsable des services internes qui ne se préoccupait que des plannings de rotation. Ce petit geste, elle l'avait accompli sans attendre de retour. Pourtant, en nettoyant les vitres du rez-de-chaussée ce matin-là, elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'expression qu'elle avait vue sur le visage du PDG, un mélange d'incrédulité et de désarmement. Elle ne s'attendait à rien, mais elle savait qu'elle avait vu quelque chose de rare. Un instant suspendu. Ce fut en début d'après-midi que survint l'imprévisible.
Damien, seul dans son bureau, n'arrivait pas à se concentrer. Il se leva, fit les 100 pas, puis s'arrêta devant la boîte blanche toujours posée sur un coin du meuble. Il l'ouvrit à nouveau. Le reste du gâteau était là, à moitié intact. Il le referma, prit une inspiration lente, puis appuya sur le bouton de l'interphone. Julien répondit aussitôt. « Oui, monsieur Laurent ?» Damien hésita, puis prononça une phrase qu'il n'avait jamais dite en 5 ans de collaboration. « Je veux parler à la femme de ménage. » Qu'un silence suivit, de l'autre côté de la ligne. Puis Julien répondit, troublé, « Vous voulez dire Madame Moreau ?»« Oui, faites-la monter. » Quelques minutes plus tard, Céline fut escortée, sans comprendre, jusqu'au 9e étage. Julien, visiblement mal à l'aise, évita son regard. Il frappa doucement à la porte du bureau. « Elle est là, monsieur. » Une voix ferme répondit. « Faites-la entrer. » Seule. Céline entra, le cœur légèrement serré, mais le regard calme. Damien était debout près de la fenêtre. Il se retourna lentement. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant une chaise en face de son bureau. Céline s'assit. Elle garda les mains sur ses genoux, droite, attentive. Damien prit place à son tour, croisa les mains, et la fixa sans parler pendant quelques secondes. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda-t-il finalement. Céline pencha légèrement la tête. « Parce que c'était votre anniversaire, et que personne ne semblait s'en souvenir. » Il haussa un sourcil. « Et vous pensiez que cela m'importait ?» Elle répondit sans détour. « Je ne savais pas, mais j'ai pensé que, peut-être, cela pourrait compter. Même un peu. » Il s'adossa à son fauteuil, la fixa longuement. « Vous me voyez tous les jours. Pourquoi ce geste maintenant ? » « Parce que j'ai vu votre visage ce matin-là. Il était différent. Pas triste, mais seul. Et je sais reconnaître la solitude. » Damien ne répondit pas immédiatement. Il laissa le silence s'installer. Un silence lourd mais pas oppressant. Un silence de réflexion. Personne n'a jamais rien fait pour mon anniversaire depuis des années. Céline ne répondit pas. Elle ne voulait pas l'envahir de compassion mal placée. Elle respectait ce que ces mots représentaient. Une confession rare, peut-être même involontaire. « Vous n'aviez rien à gagner à faire cela, » dit-il. « Et pourtant, vous l'avez fait. » Elle acquiesça doucement. Parfois, on fait les choses sans attendre de retour. Damien se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta. Il semblait lutter contre quelque chose en lui. Lorsqu'il se retourna, son visage avait changé. Il n'était plus ce masque impénétrable que tout le monde connaissait. Il y avait, dans ses yeux, un éclat de lucidité nouvelle. « Merci », dit-il à nouveau. Mais cette fois, le mot avait un poids différent. Il n'était pas un automatisme. Il était sincère. Céline se leva à son tour. « Je vais vous laisser travailler. » Elle tourna les talons, se dirigea vers la porte. Avant de l'ouvrir, elle ajouta sans se retourner « Vous avez encore du gâteau. » Et elle sortit. Quand la porte se referma derrière elle, Damien resta debout au milieu de la pièce. Il passa une main sur son visage, comme pour effacer une tension invisible. Puis, lentement, il retourna à son bureau. Il ouvrit à nouveau la boîte. Il coupa une petite part. Et cette fois, il la mangea sans se presser, en silence, les yeux tournés vers la ville. Pour la première fois depuis très longtemps, le goût du chocolat avait autre chose qu'un arrière-goût d'habitude. Le vendredi suivant, l'ambiance au sein du siège d'Archion semblait inchangée. Les couloirs restaient froids et feutrés. Les écrans clignotaient au rythme des présentations PowerPoint. Les voix s'échangeaient par bribes dans les open space sans jamais hausser le ton. Pourtant, quelque chose d'infime, de presque imperceptible, avait été modifié dans l'air du 9e étage. Damien Laurent, comme à son habitude, était arrivé tôt, mais il ne s'était pas enfermé immédiatement dans son bureau. Il s'était arrêté un instant près de l'ascenseur, observant l'animation discrète de ses employés. Ce geste, en soi, aurait pu passer inaperçu. Mais pour les quelques personnes présentes, c'était inhabituel. Damien Laurent ne s'arrêtait jamais. À l'intérieur de son bureau, la boîte du gâteau n'était plus là. Elle avait été jetée la veille au soir, après que Damien en eut terminé la dernière part. Il n'avait pas voulu que Julien s'en occupe. Il avait lui-même nettoyé son bureau, en silence, puis s'était attardé à la fenêtre, les bras croisés. Il n'avait pas travaillé. Il avait pensé. Assis maintenant à son bureau, il tentait de se concentrer sur un rapport trimestriel, mais ses pensées le ramenaient toujours au même endroit. Ce moment partagé avec Céline, cette scène anodine, ce goût de chocolat qu'il n'avait pas ressenti depuis. Depuis quand, au juste?
Il tenta de se souvenir, et ce fut alors que l'image s'imposa brutalement. Le souvenir d'un après-midi d'automne, lointain, flou, mais encore vivace. Il était enfant, à peine 8 ans, et sa mère lui tendait une assiette en plastique sur laquelle reposait un petit gâteau au chocolat. C'était son anniversaire. Elle avait chanté, doucement, et l'avait regardé souffler la bougie avec un sourire tendre. Ce fut la dernière fois. Peu de temps après, elle était tombée malade, et 1 an plus tard, elle était morte. Damien s'était forcé pendant des années à enterrer ce souvenir. Il avait appris très tôt que les émotions étaient des distractions, que la douleur ne menait qu'à la faiblesse, que la mémoire affective ne servait qu'à ralentir la marche vers la réussite. Il avait construit une muraille autour de lui, et cette muraille avait résisté à tout. Jusqu'à ce qu'une femme invisible, avec un gâteau dans les mains, parvienne à y creuser une fissure. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et contempla la ville. Paris s'étendait sous lui, avec ses toits alignés, ses rues pressées, ses passants minuscules vus d'en haut. Damien se sentit étrangement éloigné de tout cela. Il n'était pas triste, il n'était pas nostalgique, il était simplement touché, un mot qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. Il n'aurait jamais pensé qu'un geste si simple, aussi anodin en apparence, puisse provoquer une onde aussi longue en lui. Il avait tout fait pour contrôler son environnement, sa vie, ses interactions. Et voilà qu'un événement qu'il n'avait pas anticipé le forçait à revoir cette mécanique si bien huilée. La journée passa avec une lenteur inhabituelle. Les réunions s'enchaînèrent, mais Damien y participa avec une distance plus marquée. Il n'interrompit personne, ne s'énerva pas, ne fit pas de remarques acerbes. Il écouta simplement. Julien nota ce comportement avec une prudence mêlée de curiosité. Il ne dit rien, mais son regard parlait. Quelque chose s'était déplacé. En fin d'après-midi, Damien descendit au rez-de-chaussée plus tôt que d'habitude. Il longea les couloirs silencieux et reconnut, au fond du hall, la silhouette de Céline en train de nettoyer les vitres. Elle ne le vit pas immédiatement. Il s'arrêta, l'observant en silence. Elle portait un vieux pull gris et ses cheveux étaient attachés sommairement. Ses gestes étaient précis, méthodiques. Elle chantonnait à voix basse une chanson qu'il ne reconnut pas. Ce fut cette image qui l'arrêta. Cette simplicité tranquille, cette présence calme. Il s'approcha lentement. Elle le vit du coin de l'œil et s'interrompit aussitôt. Elle essuya ses mains sur un chiffon et se redressa. Damien lui adressa un léger signe de tête. « Bonjour, Madame Moreau. » Elle répondit poliment. « Bonjour, Monsieur Laurent. » Il aurait pu partir là. Il aurait pu simplement continuer son chemin, se contenter de ce salut. Mais il resta là, face à elle, sans parler. Céline, de son côté, attendit, sans forcer. Elle avait compris que cet homme ne répondait pas aux règles habituelles des échanges. Il avançait lentement, maladroitement, mais il avançait. Alors, elle ne bougea pas. « Je voulais vous remercier, » dit-il enfin. « Pas seulement pour le gâteau, mais pour avoir vu ce que personne d'autre n'a vu. » Elle baissa légèrement les yeux, puis répondit d'un ton calme. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste été humaine. » Il acquiesça lentement. C'est peut-être cela, l'extraordinaire. Ils restèrent ainsi quelques secondes en silence. Puis Damien ajouta « Est-ce que vous avez un moment ?» Elle haussa un sourcil, légèrement surprise. « Maintenant ? » ?»« Non, mais un autre jour. J'aimerais discuter avec vous, si cela ne vous dérange pas. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle semblait peser la demande, non pas par défiance, mais pour en mesurer la portée. Enfin, elle dit simplement « D'accord, quand vous voudrez. » Damien hocha la tête, la remercia à nouveau, puis repartit sans se retourner. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Céline trouva sa fille endormie sur le canapé, entourée de cahiers d'école. Elle la couvrit doucement avec une couverture, puis s'assit à la table de la cuisine. Elle se remémora la conversation. Ce n'était rien, quelques mots, mais elle savait que, pour un homme comme lui, ces mots avaient le poids de montagnes déplacées. De son côté, Damien monta dans sa voiture avec un étrange sentiment de légèreté. Il ne souriait pas, mais il ne se sentait plus oppressé. Le souvenir de sa mère, du gâteau, de la voix douce qui chantait « Joyeux anniversaire » ne le hantait plus. Il l'accompagnait. Et cela en soi était une révolution. Le lundi suivant, l'agitation reprit son cours dans les étages d'Archion. Le week-end avait été comme tous les autres, effacé, presque invisible pour la majorité des employés.
Mais au 9e étage, Julien remarqua dès 8 heures une chose inhabituelle. Damien Laurent était arrivé plus tôt que lui. L'ordinateur du PDG était déjà allumé et du café fumait dans une tasse qu'il n'avait pas apportée. Julien n'osa pas poser de questions. Il se contenta d'un bref « Bonjour, monsieur Laurent », auquel Damien répondit d'un signe de tête sec mais présent. C'était la première fois depuis longtemps qu'il répondait. Dans le couloir, les employés s'affairaient comme à leur habitude, évitant le regard de Damien. Mais ce jour-là, ce fut lui qui leva les yeux en premier. Il traversait le couloir d'un pas vif lorsqu'il aperçut Céline en train de ranger un chariot de nettoyage dans un local technique. Il s'arrêta une fraction de seconde, juste assez pour que leurs regards se croisent. Elle le salua d'un simple mouvement de tête. Il hocha la tête en retour, sans mots. L'échange fut bref, mais pour les rares témoins de la scène, il fut presque inconcevable. Le PDG venait de reconnaître une employée de nettoyage, et il ne semblait pas en colère. Il avait même ralenti le pas. C'était infime, presque invisible, mais dans un univers aussi codifié que celui d'Archion, c'était une secousse. Le reste de la matinée se déroula sans incident. Damien participa à une réunion stratégique avec l'équipe de développement produit. Il écouta sans interrompre, prit des notes, formula quelques remarques claires, sans élever la voix. À midi, il déclina le déjeuner prévu avec 2 investisseurs étrangers. Il préféra rester seul dans son bureau, contemplant les feuilles d'automne tomber lentement sur les toits de Paris. Son regard s'égara sur la ville, mais ses pensées restaient ancrées dans les images de son passé, déclenchées par ces échanges récents. À 14 heures, se tenait une réunion du conseil de direction. Tous les membres étaient réunis dans la grande salle vitrée du 8e étage. Julien, assis à l'écart, observait Damien avec une concentration silencieuse. Il le connaissait assez pour savoir lire dans ses gestes, et ce jour-là, quelque chose était différent. Moins de tension, plus de retenue. Mais aussi, paradoxalement, plus d'impulsivité émotionnelle. La réunion abordait des sujets sensibles, une restructuration dans 2 départements clés, une réévaluation des primes de performance et surtout une proposition portée par le directeur financier concernant l'externalisation d'une partie du support technique, une manœuvre qui entraînerait une vague de licenciements. Quand le directeur financier présenta ses projections, Damien resta silencieux pendant quelques minutes. Tous attendaient sa réaction. D'ordinaire, il aurait approuvé rapidement si les chiffres montraient un gain, mais là, il relut les documents, les parcourut ligne par ligne, puis ferma lentement le dossier. Il fixa le directeur, puis déclara d'un ton mesuré mais sans appel « Ce choix est précipité. Il sacrifie des personnes pour un bénéfice à court terme. Je ne suis pas d'accord. » Un silence glacial tomba dans la pièce. Jamais Damien n'avait formulé une telle objection sur un plan qui allait dans le sens de la rentabilité immédiate. Le directeur, visiblement pris de court, tenta de répliquer « Avec tout le respect, monsieur Laurent, cette décision renforcerait notre marge et rassurerait nos actionnaires. » Damien répondit, plus tranchant « Et à long terme, que reste-t-il d'une entreprise qui perd le respect de ceux qui la font fonctionner ?» Un autre directeur tenta de calmer la tension. Mais Damien se leva. Il appuya ses mains sur la table, regarda chacun dans les yeux et ajouta « Nous pouvons gagner de l'argent sans vendre notre intégrité. Réfléchissez-y. Je veux d'autres propositions. Et pas de mesures brutales. Pas cette fois. » Il quitta la salle sans attendre de réponse. Les directeurs échangèrent des regards perplexes. Certains interprétèrent ce changement comme une crise passagère, d'autres comme un début de fracture. Dans l'ascenseur, Damien se regarda dans le miroir. Son visage semblait tendu, mais il n'y avait pas de colère. Il y avait une forme de détermination tranquille, comme si quelque chose de profond avait été mis en mouvement. En remontant à son étage, il croisa à nouveau Céline, cette fois en train de changer une ampoule dans un couloir. Il ralentit légèrement, sans s'arrêter. Elle leva les yeux. Il dit « Bonjour ». Elle répondit « Bonjour, monsieur Laurent ». C'était simple. Mais c'était la première fois qu'ils échangeaient une parole en public. Et cela n'échappa à personne. Dans les jours qui suivirent, Damien continua d'agir comme à son habitude, mais il y avait des inflexions nouvelles dans sa routine. Il répondit personnellement à certains courriels que Julien aurait normalement traités. Il descendit une fois prendre un café à la machine du 5e étage. Et surtout, il ne chercha pas à éviter Céline. À 2 reprises, il l'aperçut dans le hall et chaque fois il la salua d'un signe ou d'un mot bref. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas un bouleversement radical.
Mais c'était une première fissure dans l'armure, une faille par laquelle passait, peu à peu, un souffle différent. Et dans cette faille se logèrent les échos d'un passé que Damien ne voulait plus fuir. Les anniversaires oubliés, les regards qu'il n'avait plus croisés depuis l'enfance, les gestes d'affection qu'il avait enfermés dans une forteresse intérieure. Il ne comprenait pas encore tout ce qui se jouait, mais il savait, au plus profond de lui, que la muraille qu'il avait bâtie autour de son existence ne serait plus jamais aussi solide. Les jours suivants s'écoulèrent sans heurts apparents dans les bureaux impeccablement organisés de la tour Archion. Les employés continuaient à travailler avec le même automatisme, les mêmes gestes précis, la même crainte contenue à l'approche de Damien Laurent. Mais dans les couloirs du 9e étage, certains détails commencèrent à échapper aux règles tacites de l'édifice, des détails presque invisibles, mais qui trahissaient une lente, très lente dislocation de l'ordre établi. Damien, sans en faire une déclaration ni un changement officiel, avait modifié une habitude fondamentale. Il observait. Il observait ce qui l'entourait avec une attention qu'il n'avait jamais laissé paraître. Il observait surtout une personne, une silhouette bien distincte dans cet univers anonyme, Céline Moreau. Depuis leur étrange échange, puis leurs salutations successives dans des lieux peuplés, son regard revenait vers elle, comme un point de fixation discret, un repère inattendu. Il ne la surveillait pas, il l'observait. Il notait, sans s'en avouer l'importance, comment elle interagissait avec les autres. Contrairement à la plupart, elle saluait tous ceux qu'elle croisait, qu'ils soient cadres, stagiaires ou agents de sécurité. Elle ne parlait pas beaucoup, mais chaque parole semblait choisie avec une simplicité sincère. Elle souriait rarement, mais quand elle le faisait, ce n'était jamais par politesse. Il la vit un matin aider une jeune recrue perdue à retrouver son étage. Il la vit un autre jour s'arrêter pour ramasser un sac de documents tombé dans l'escalier. Ce genre de geste ne figurait dans aucun rapport de performance, mais il lui semblait désormais plus significatif que n'importe quel indicateur de croissance trimestrielle. Damien se surprit à penser à elle lors de moments où, auparavant, seule l'optimisation comptait. Lors d'une réunion budgétaire, alors qu'un directeur présentait un plan de réduction des dépenses, son esprit dériva quelques secondes vers le souvenir du gâteau au chocolat, des mots simples, du regard clair de Céline. Il se redressa aussitôt, agacé par sa propre distraction. Mais l'image revint encore. Elle revenait toujours. Le jeudi matin, un événement mit Damien face à une décision inédite. Alors qu'il recevait un appel concernant une conférence importante à Genève, prévue pour le lendemain, il hésita. Il savait que cette conférence représentait une occasion en or de renforcer la visibilité d'Archion à l'international. Il savait aussi que c'était le type de présence publique qu'il maîtrisait parfaitement, mais il n'en avait pas envie. Il repoussa l'appel, puis demanda à Julien de gérer l'agenda autrement. Ce genre de refus était rare. Julien le nota sans commentaire, mais son regard en disait long. Ce même jour, vers 17h, Damien prit une décision qui fit sursauter tout le service des ressources humaines. Il sortit de son bureau sans prévenir, descendit les étages par les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur et marcha lentement jusqu'au rez-de-chaussée. Là, près de l'entrée secondaire, il trouva Céline en train de désinfecter les poignées de porte avec méthode. Elle leva les yeux, surprise de le voir là, sans escorte, sans annonce. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, croisa les bras, puis dit simplement « Vous avez un moment ?» Elle s'essuya les mains sur un chiffon, rangea son flacon de produit, puis répondit « Bien sûr ». Il ne sut pas comment formuler ce qu'il voulait dire. Il n'avait rien préparé. Il n'avait aucun objectif précis, aucune attente concrète. Mais il sentait au fond que ce geste, celui de venir la voir de lui-même, sans fonction, sans raison professionnelle, avait un poids qu'il n'était pas encore capable de mesurer. J'avais besoin de parler, pas longtemps, juste discuter. Elle acquiesça. Ils se dirigèrent ensemble vers un coin reculé du hall où 2 chaises étaient disposées près d'un distributeur de boissons. L'endroit était peu fréquenté. Ils s'assirent. Damien resta silencieux quelques secondes. « Je n'ai jamais su comment. Parler aux gens, pas vraiment. » Céline ne répondit pas. Elle attendit qu'il poursuive. « J'ai passé toute ma vie à tout contrôler, à me convaincre que la distance protège, que les émotions ralentissent, que la reconnaissance est une faiblesse. Mais ce que vous avez fait, ça a tout bousculé. » Elle écoutait, les mains jointes, le regard posé sur lui,
sans jugement. Je ne sais pas comment réagir à la gentillesse. Elle répondit doucement, la gentillesse ne demande pas de réaction. Elle est là, c'est tout, on l'offre ou on la reçoit. Il hocha lentement la tête. C'est ce que je ne comprends pas encore. Un silence paisible suivit. Puis Damien se leva. Merci de m'avoir écouté. Je vous ai dérangé. Céline se leva à son tour. Non, vous m'avez parlé. Damien retourna dans les étages supérieurs, mais cette fois ses pas semblaient moins mécaniques. Il ne se sentait pas apaisé, ni libéré. Il se sentait déplacé, hors de son cadre habituel, comme un homme en costume assis sur une chaise en plastique dans un hall impersonnel, parlant à une femme que personne n'écoutait. Et pourtant, c'était là qu'il avait ressenti depuis longtemps la seule chose vraie de sa semaine. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il refusa d'ouvrir son ordinateur. Il s'assit dans son salon silencieux, observa la pénombre, puis alluma une petite lampe en coin. Il se souvint d'une phrase que sa mère répétait autrefois. « Ce n'est pas parce qu'on sait diriger qu'on sait aimer, et ce n'est pas parce qu'on aime en silence qu'on n'a rien à dire. » Il resta là, à repenser à la présence calme de Céline, à la manière dont elle avait accepté sa maladresse sans le corriger, à la simplicité de son écoute, et pour la première fois depuis des années, Damien Laurent ne se sentit pas seul dans sa propre maison. Il se sentit un peu moins étranger à lui-même. Le lendemain, Paris se réveilla sous une pluie froide et persistante. Les rues, habituellement vives en début de journée, semblaient alourdies par le mauvais temps. Des parapluies noircis s'agitaient au rythme précipité des passants, et les taxis roulaient lentement dans les artères engorgées. La façade vitrée de la tour Archion, ruisselante, se reflétait dans les flaques, rendant l'immeuble encore plus austère qu'à l'accoutumée. Le ciel était d'un gris uniforme, et le vent qui s'engouffrait entre les avenues mordait les visages avec une insistance désagréable. Damien Laurent arriva au bâtiment aux alentours de 8 heures, son manteau détrempé malgré le parapluie qu'il tenait d'une main ferme. Il ne dit rien à l'agent de sécurité, ne s'attarda pas dans le hall et rejoignit directement son bureau. Les réunions s'enchaînèrent. Il parla peu, écouta davantage, corrigea quelques présentations avec un calme qui dérouta ses directeurs. Sa voix ne monta jamais. Son regard restait fixe, mais moins dur. Ceux qui le connaissaient depuis longtemps ne savaient pas comment interpréter ce silence paisible. Un nouveau calcul? Une lassitude? Ou autre chose? Dans l'après-midi, la pluie redoubla d'intensité. Les gouttes martelèrent les vitres avec une régularité hypnotique. À 17h30, la majorité des employés commençaient à quitter les lieux. Le hall se vida progressivement, chacun filant vers la bouche de métro la plus proche ou appelant une voiture de transport. Céline, quant à elle, était encore au travail. Elle venait de finir les étages intermédiaires et descendait avec son chariot jusqu'au rez-de-chaussée pour récupérer des produits supplémentaires. Elle portait une veste fine et tenait un vieux parapluie cassé sous le bras, dont une baleine dépassait tristement. À son bras, 2 sacs remplis de fournitures ménagères pendaient lourdement. Elle avait prévu de rentrer à pied, comme tous les soirs, malgré le mauvais temps. Aucun transport direct ne la ramenait jusqu'à son quartier en banlieue, et chaque trajet représentait une combinaison fastidieuse entre bus et marche à pied. Elle s'était habituée. Damien, depuis son bureau, s'était approché de la fenêtre. En bas, dans l'angle d'un mur extérieur, il aperçut Céline. Elle semblait lutter pour ouvrir son parapluie tandis que le vent le retournait à chaque tentative. Il observa la scène quelques secondes, puis s'éloigna soudainement de la vitre. Il prit ses clés, son manteau, et quitta son bureau sans prévenir Julien. Dans l'ascenseur, il resta silencieux, l'esprit concentré. Lorsqu'il arriva dans le hall, Céline était déjà en train de franchir les portes extérieures. Il l'appela doucement. « Madame Moreau ». Elle se retourna, surprise, un peu confuse de le voir là, sous cette pluie battante. Il s'approcha, sans parapluie cette fois, trempé en quelques secondes. « Vous partez ainsi, avec ce temps ?» Elle haussa les épaules. « Je n'ai pas trop le choix. » Il la regarda une seconde, puis dit « Montez, je vous raccompagne. » Céline le dévisagea, incertaine. « Vous, me proposez une voiture ? Non, je conduis moi-même. » Elle hésita, jeta un œil au ciel, puis accepta en silence. Ils marchèrent jusqu'au parking souterrain où sa berline noire les attendait. L'intérieur du véhicule était silencieux, ordonné, comme tout ce qui appartenait à Damien. Il démarra sans un mot et ils roulèrent quelques minutes dans le trafic dense de la fin de journée.
Le silence s'installa d'abord comme une barrière naturelle. Céline regardait par la fenêtre, observant les gouttes glisser sur le verre. Damien, concentré sur la route, jetait parfois un coup d'œil discret dans sa direction. Finalement, ce fut elle qui parla. « Pourquoi faites-vous cela ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il prit une inspiration, hésita, puis dit « Je ne sais pas ». Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Vous êtes le directeur de tout un empire. Vous n'avez pas pour habitude de vous occuper de ceux qu'on ne voit pas. » Il serra le volant un peu plus fort. « Justement, peut-être que je commence à voir. » Un nouveau silence. Puis Céline reprit d'un ton doux mais ferme. « Je ne suis pas votre projet de rédemption, monsieur Laurent. » La phrase tomba comme un coup de vent sec. Damien freina légèrement à un feu, tourna la tête vers elle, surpris. « Pardon ? Je ne suis pas là pour vous faire vous sentir mieux. Si vous avez besoin de réparer quelque chose, il faut commencer ailleurs. Moi, je n'ai rien demandé. » Il resta figé quelques secondes. Le feu passa au vert, il redémarra plus lentement. L'averse continuait de battre le pare-brise. Il roula encore un moment avant de répondre. « Ce n'est pas ce que je cherche. Je ne veux pas vous utiliser. Je veux comprendre. Comprendre pourquoi ce petit geste, ce gâteau ridicule m'a ébranlé. » Elle hocha lentement la tête. « Parce qu'il vous a rappelé que vous êtes humain et que personne n'est fait pour traverser cette vie complètement seul. Même ceux qui dirigent. » Damien ne répondit pas. Il freina à nouveau, tourna dans une rue latérale. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était dense, mais chargé d'un respect nouveau. Un équilibre précaire, mais réel. Ils arrivèrent enfin devant l'immeuble modeste où Céline habitait. Elle défit sa ceinture de sécurité, ouvrit la porte, puis se retourna vers lui. « Merci pour la voiture, mais surtout, merci de ne pas m'avoir répondu comme un PDG. » Il esquissa un mouvement des lèvres. Ce n'était pas un sourire, mais cela s'en rapprochait. « Merci à vous, de parler sans peur. » Elle descendit, referma la portière doucement. Damien la regarda s'éloigner, les sacs toujours à la main, le parapluie toujours cassé. Il resta là, moteur tournant, longtemps après qu'elle eût disparu dans le hall de son immeuble. Ce soir-là, de retour chez lui, il monta à l'étage sans allumer les lumières. Il ôta sa veste, posa ses clés sur le buffet, puis s'assit dans l'obscurité. Il ne voulait pas écouter de musique ni regarder de rapport. Il voulait seulement garder en tête cette phrase « Je ne suis pas votre projet de rédemption », parce qu'il savait qu'elle avait raison. Et il savait aussi qu'il ne pourrait plus jamais regarder le monde, ni lui-même, de la même manière. Le lundi matin, le ciel de Paris était dégagé, lavé par les pluies de la fin de semaine. Les trottoirs encore humides brillaient sous la lumière du jour, et les passants marchaient d'un pas plus alerte que d'ordinaire, profitant du calme rare d'un automne en sursis. À la tour Archion, tout semblait reprendre son cours normal. Les employés arrivaient à l'heure, badgés mécaniquement, et retrouvèrent leur bureau avec le même air concentré. Mais dans le bureau du 9e étage, derrière les grandes vitres qui surplombèrent la ville, un homme observait désormais le monde avec un filtre différent. Damien Laurent, fidèle à ses habitudes, était arrivé le premier. Mais à la différence de toutes les années précédentes, ce n'était pas l'agenda du jour ou les indicateurs de performance qui retenaient toute son attention. Il feuilletait distraitement un rapport financier tout en repensant à la conversation dans sa voiture quelques jours plus tôt. La franchise de Céline, son refus d'être traité comme un projet ou une exception, l'avait percuté avec une force inattendue. Elle n'avait pas cherché à le flatter ni à tirer profit de son statut. Elle lui avait simplement dit la vérité. Et c'était précisément cette vérité nue qui, depuis, revenait le hanter. Depuis cette soirée, Damien s'était surpris à revoir bien des choses à travers un prisme qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Il commença à prêter attention à ce que ses collaborateurs ne disaient pas, aux regards évités, aux tensions latentes, au silence trop lourd dans les réunions. Il demanda à Julien d'annuler 2 réunions considérées comme stratégiques et décida d'assister à un briefing de l'équipe logistique, un niveau hiérarchique qu'il avait toujours délégué à ses directeurs. L'initiative déconcerta, mais il y alla sans poser de cadre formel. Il s'assit au fond de la salle, écouta. Il ne parla presque pas, mais resta jusqu'à la fin. Un employé, en sortant, souffla à un collègue. « Il est malade, tu crois ?» Ce n'était pas de l'ironie, mais une véritable incompréhension. Damien Laurent ne faisait jamais ce genre de choses, jusqu'à maintenant. Ce n'était pas seulement dans l'entreprise que le changement s'opérait. Chez lui aussi, le silence n'avait plus la même saveur. Il ne mettait plus de musique classique en boucle.
Il ne vérifiait plus compulsivement ses emails professionnels après 20 heures. Il commença à lire de nouveau. Des romans, surtout. Ce n'était pas une distraction, c'était une exploration. Il découvrit dans certains passages des émotions qu'il avait oubliées. Il lut notamment un roman laissé par son père dans une bibliothèque poussiéreuse, un livre qu'il n'avait jamais ouvert de son vivant. Un passage l'arrêta net. On ne devient pas fort en se coupant du monde. On devient fort en osant le rejoindre. Il relut cette phrase 3 fois, puis il referma le livre et resta longuement immobile. Quelques jours plus tard, il descendit au sous-sol de l'immeuble en milieu de journée. Il savait que Céline travaillait parfois dans les archives, aidant à organiser les documents anciens dont personne ne voulait s'occuper. Il la trouva, assise sur une caisse, classant des dossiers dans un silence méthodique. Elle leva la tête en le voyant. « Bonjour », dit-il calmement. « Bonjour », répondit-elle sans se lever. Elle semblait à peine surprise. Il avança de quelques pas. « Je peux m'asseoir » Elle désigna une autre caisse vide. Il s'assit. Un silence s'installa, naturel. Il le rompit le premier. « J'ai pensé à ce que vous m'avez dit l'autre soir. » Elle resta silencieuse. « Et vous aviez raison. Je ne peux pas utiliser les gens pour combler mes absences. Mais cela ne veut pas dire que je dois rester seule non plus. » Elle le regarda avec sérieux. « Non, mais cela veut dire que vous devez apprendre à écouter, pas à diriger chaque instant. » Il acquiesça. « Je voudrais apprendre, pas à devenir quelqu'un d'autre, juste à être un peu plus moi-même. Si je me souviens encore de qui c'est. » Elle posa doucement le dossier qu'elle tenait sur ses genoux. « Ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation. Il faut juste vivre, regarder, écouter et parfois agir sans tout calculer. » Il la regarda longuement. Elle était calme, posée, mais chaque mot qu'elle disait avait du poids. Il se sentit petit, mais pas humilié. Il se sentit élève et non patron. C'était une position qu'il n'avait jamais connue, mais elle ne lui était pas désagréable. Ils restèrent encore un moment dans le silence, puis il se leva. « Merci. » Elle hocha la tête sans sourire. Cette même semaine, Damien apprit par Julien que Céline avait autrefois entamé des études de lettres modernes à l'université. Elle avait abandonné en 2e année faute de moyens pour s'occuper de sa mère malade. Depuis, elle n'avait jamais repris. Personne ne lui avait posé de questions sur sa vie. Personne ne s'était intéressé à ce qu'elle aurait pu devenir. Damien, lui, sentit une colère sourde monter contre le système, contre la fatalité, contre lui-même. Sans le lui dire, il prit contact avec une responsable de formation professionnelle en interne. Il voulut savoir s'il existait des dispositifs permettant aux employés techniques de suivre des cours même partiellement. Il fit cela en son nom propre, sans mentionner Céline, mais chaque étape de sa demande était motivée par une volonté unique, lui redonner l'accès à ce qu'elle avait été obligée d'abandonner. Et pour la première fois depuis des années, Damien Laurent agissait sans stratégie, sans projet. Il agissait parce que cela lui semblait juste, parce qu'il la respectait, non pas pour sa gentillesse, ni pour son rôle dans sa transformation, mais pour sa force. Et parce que dans ce monde ancien qu'il pensait connaître, il venait de découvrir quelque chose de neuf, le courage tranquille d'une femme qui ne demandait rien, mais qui méritait tout. Le mardi suivant, un conseil exceptionnel fut convoqué à Archion. L'ordre du jour, soigneusement dissimulé dans les communications internes, concernait une restructuration stratégique imposée par le conseil d'administration. Les actionnaires, préoccupés par une croissance jugée trop lente au vu des dernières performances du marché, exigeaient une mesure radicale, une réduction des effectifs de 30% dans les pôles non productifs, c'est-à-dire les services support, administratifs et logistiques. En d'autres termes, des dizaines de salariés, souvent les plus précaires, allaient être supprimés du jour au lendemain pour restaurer la confiance des investisseurs. C'était une décision brutale, sans nuance, purement comptable. Damien reçut le dossier complet la veille au soir. Il le parcourut seul, dans son appartement silencieux, les lunettes glissées sur le bout de son nez, une tasse de thé tiède à côté de lui. À chaque page tournée, son visage se fermait un peu plus, les noms listés, les calculs optimisés, les justifications froides, tout y était méthodique, rationnel, efficace. Le genre de plan qu'il aurait autrefois validé sans cligner des yeux. Il aurait salué la performance, l'efficience. Il aurait balayé les états d'âme en parlant de réalités économiques. Mais ce soir-là, en lisant ces lignes, il ne vit pas des chiffres.
Il vit des visages, des gens qu'il avait commencé à remarquer, des hommes et des femmes invisibles qui pourtant faisaient tourner l'entreprise autant que les cadres. Il pensa à Céline. Pas seulement à elle, mais à ce qu'elle représentait, la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne valorise jamais, celle qu'on considère comme remplaçable, interchangeable, silencieuse. Et il sut, avant même de finir le document, qu'il ne pourrait pas se contenter d'approuver. Le lendemain, il arriva tôt au siège. Julien tenta de le briefer rapidement sur les attentes du conseil. Ils veulent un vote rapide. Ils s'attendent à ce que vous validiez le plan sans trop de débat. Damien ne répondit pas. Il ajusta sa cravate, prit le dossier sous le bras et se dirigea vers la salle du conseil. Autour de la table, les membres du comité attendaient, certains impatients, d'autres faussement détendus. Le président du conseil d'administration ouvrit la séance avec un ton neutre. Il résuma les points principaux, puis passa la parole au directeur financier qui présenta en détail le plan d'optimisation. Slides après slides, chiffres après chiffres, tout semblait impeccable. On évoquait des gains à court terme, une revalorisation de l'action, une rationalisation des ressources humaines. Quand vint le tour de Damien, tous les regards se tournèrent vers lui. Il resta un instant silencieux. Puis, il referma lentement le dossier devant lui. « Je ne suis pas d'accord avec ce plan. » Le silence fut immédiat. On aurait entendu une montre tomber au sol. Le président fronça les sourcils. « Damien, ce plan a été validé par nos analystes. Il est urgent. » Je ne doute pas de sa rigueur, mais je doute de son humanité. Le directeur financier tenta de reprendre « Nous ne parlons pas ici de morale, mais de stratégie. » Damian le coupa net. « Justement, c'est là que réside notre erreur. Nous avons laissé la stratégie effacer toute forme de responsabilité. Nous avons oublié que derrière chaque réduction, chaque chiffre noir sur blanc, il y a des vies. » Un autre membre du conseil intervint, visiblement exaspéré. Nous ne pouvons pas diriger une entreprise avec des considérations sentimentales. Damien croisa les bras, son ton restait calme mais ferme. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est du respect et de la lucidité. Nous avons bâti cette entreprise sur l'idée que la technologie devait servir les gens, pas les remplacer. Si nous trahissons cette promesse maintenant, nous perdrons bien plus que quelques points de marge. Le président reprit. Et que proposez-vous? Attendre que la situation se dégrade? Non. Je propose que nous fassions notre travail autrement, que nous cherchions des économies ailleurs, dans nos processus internes, dans nos partenariats sous-performants, dans nos budgets d'événements inutiles, qu'on ose penser plus loin que la ligne directe de profit immédiat. Un débat houleux s'ensuivit. Certains membres soutenaient Damien, d'autres s'opposaient fermement. Mais ce qui choqua le plus fut de voir Damien Laurent, l'homme connu pour son inflexibilité, défendre avec passion les plus vulnérables de son entreprise. Ce n'était pas un coup de communication, ce n'était pas une stratégie, c'était une conviction. Après plus d'une heure de délibération, le vote fut lancé. La majorité suivit Damien. Le plan de licenciement massif fut suspendu. Un audit interne fut ordonné pour explorer des alternatives. Lorsque Damien quitta la salle, il n'exulta pas. Il n'y avait pas de victoire à célébrer, juste un soulagement lourd. Une bataille gagnée contre ce qu'il aurait été autrefois sans remords. Dans l'ascenseur, il se regarda dans le miroir. Il y vit un homme fatigué, mais debout. Il ne savait pas combien de temps il pourrait maintenir cette direction. Il savait que certains le contesteraient, que son autorité serait fragilisée. Mais il s'en fichait. Pour la première fois depuis longtemps, il s'était senti fidèle à lui-même. Pas à l'image qu'il projetait, mais à ce qu'il voulait vraiment incarner. En quittant le bâtiment ce soir-là, il passa devant Céline sans qu'elle ne le voie. Elle discutait avec un agent de maintenance. Elle riait doucement. Il ne l'interrompit pas. Il continua son chemin, le visage traversé par une fatigue paisible. Dans sa voiture, il alluma le moteur, puis coupa aussitôt le contact. Il resta assis quelques minutes, immobile. Il ne pensait pas à sa carrière, ni aux conséquences de sa décision. Il pensait simplement à cette phrase qu'il avait prononcée devant le conseil. « Il y a des vies ». C'était cela, désormais, le centre de sa boussole. La tension des jours précédents ne s'était pas complètement dissipée au sein de la tour Archion. Bien que Damien Laurent ait réussi à suspendre le plan de licenciement massif, la décision avait laissé une empreinte profonde dans les couloirs de l'entreprise. Certains cadres y voyaient un acte de courage, d'autres une faiblesse dangereuse. Mais une chose était certaine,
Damian n'était plus perçu comme avant. Il n'était plus ce PDG inébranlable, intangible, dictant ses décisions comme un algorithme humain. Il était devenu imprévisible. Et cette imprévisibilité déstabilisait, car elle révélait une facette jusqu'alors ignorée de sa personnalité, la capacité d'évoluer. Durant les jours qui suivirent le conseil, Damien se montra plus discret qu'à l'accoutumée. Il continua de superviser les projets, mais avec un regard plus distancié. Il déléguait davantage et surtout, il posait des questions qu'il ne posait jamais avant. Comment vont les équipes? Avez-vous remarqué des tensions non remontées? Qu'est-ce que les gens attendent vraiment de leur travail ici? Des questions humaines et non simplement stratégiques. Julien, son assistant, fut particulièrement surpris de recevoir un jeudi matin une demande peu commune de la part de Damien. « Je veux le contact de Céline Moreau, personnel, mais je ne veux pas passer par les RH. » Julien, bien qu'intrigué, n'osa pas poser de questions. Il savait que son patron n'agissait jamais sans intention claire, même s'il était devenu plus opaque dans ses motivations. Il trouva l'information sans difficulté et la transmit sans commentaire. Damien la remercia puis envoya un simple message. « Céline, si vous êtes disponible demain soir, j'aimerais vous inviter à dîner. » Rien d'officiel, juste un remerciement que je n'ai pas encore su formuler. Le message fut envoyé à 13h50. Céline ne répondit pas tout de suite. Elle le lut pendant sa pause, assise seule sur un banc derrière le bâtiment. Elle resta plusieurs minutes sans bouger, relisant le message, pesant ses mots. Puis, vers 15h, elle répondit simplement « D'accord ». Le vendredi soir, il pleuvait légèrement sur Paris. Damien attendait devant un petit restaurant discret du 5e arrondissement, une adresse qu'il fréquentait rarement, mais qu'il avait choisie précisément pour sa simplicité. Pas de nappe blanche prétentieuse, pas de sommeliers obséquieux. Juste une ambiance calme, des plats préparés avec soin et une lumière tamisée. Il portait un manteau sombre et une écharpe grise. Lorsqu'il vit Céline arriver, vêtue d'un manteau usé mais propre, tenant un petit sac à main contre elle, il s'avança avec un calme inhabituel. Il lui ouvrit la porte. Elle le remercia sans détour. Ils prirent place dans un coin de la salle. La serveuse apporta les cartes, puis s'éloigna discrètement. Le début du repas fut silencieux. Pas par gêne, mais par pudeur. Damien finit par parler le premier. « Je ne vous ai jamais remercié comme il faut. Ce que vous avez fait, ce n'était pas seulement un gâteau. C'était un rappel que je suis un homme, que j'ai un cœur et que je l'avais oublié. » Céline le regarda, les mains croisées sur la table. « Je n'ai rien fait d'exceptionnel. Je vous ai simplement vu. Et vous avez accepté d'être vu. C'est tout. » Il hocha lentement la tête, ce qui est déjà énorme. Ils commandèrent. La conversation, d'abord timide, s'ouvrit progressivement. Damien posa des questions sur la vie de Céline, mais pas de manière intrusive. Il voulait savoir ce qui l'avait conduite à Archion. Elle parla de ses études interrompues, de sa mère malade, de sa fille qui avait aujourd'hui 15 ans. Elle n'avait jamais parlé de tout cela à quiconque dans l'entreprise, mais ce soir-là, elle le fit sans crainte. Damien écouta sans jamais interrompre, absorbant chaque mot comme un homme assoiffé. « Vous savez, dit-elle à un moment, quand j'ai quitté la fac, je pensais que c'était temporaire, que j'y retournerais vite. Mais la vie prend parfois des détours. Et puis on s'installe dans une survie, on oublie de rêver. » Damien resta silencieux un instant. Puis il glissa une enveloppe sur la table. « Ce n'est pas de la charité. C'est un dossier de bourse interne, anonyme, pour les salariés qui veulent reprendre leurs études. Je me suis assuré que vous y soyez éligible. » Céline hésita, la regarda puis la prit. « Pourquoi moi? Parce que vous avez abandonné votre place pour en soutenir d'autres, et parce que personne ne vous l'a jamais rendue. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle serra simplement l'enveloppe dans sa main. Le silence qui suivit fut doux, sans tension. Une sorte d'accord tacite entre deux personnes que tout séparait, sauf une chose, l'expérience d'avoir été seul au mauvais moment. Le dîner se termina sans effusion. Ils sortirent du restaurant. Damien proposa de la raccompagner, elle accepta. Dans la voiture, ils ne parlèrent presque pas. Mais lorsqu'elle descendit, elle se pencha vers lui et dit simplement « Merci, pas pour ce soir, pour avoir changé. » Il la regarda disparaître dans l'immeuble, les mains dans les poches, le pas régulier. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, Damien Laurent ne dormit pas en pensant à ses chiffres, à ses tableaux, à ses échéances. Il dormit en pensant à une femme assise sur un banc
qui avait osé lui dire ce que personne n'avait eu le courage de lui dire. Et il se sentit, enfin, à sa place. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant décisif dans l'histoire de la Tour Archion. Les employés, d'abord méfiants, observèrent avec étonnement les changements progressifs et concrets dans le comportement de leur PDG. Damien Laurent, autrefois distant et autoritaire, était devenu un homme différent. Il ne s'était pas métamorphosé du jour au lendemain, mais il ne retournait plus en arrière. Chaque décision, chaque parole, chaque silence était empreint d'une nuance nouvelle, l'attention. Le changement n'était pas spectaculaire, mais il était profond. Damien avait commencé par des gestes simples, saluer les équipes dans les ascenseurs, demander des nouvelles de projets qu'il aurait autrefois considérés comme mineurs, faire des visites inopinées, non pas pour contrôler, mais pour comprendre. Certains crurent à une stratégie de communication, d'autres à une crise de milieu de vie. Mais la constance de ses actes désarma vite les plus sceptiques. Il n'était pas devenu un autre homme. Il était devenu plus humain. Dans une réunion avec les chefs de pôle, il refusa d'approuver une campagne publicitaire tape à l'œil et proposa plutôt de réinvestir le budget dans un programme interne de formation continue pour les employés de niveau intermédiaire. Une directrice s'opposa en affirmant que cela ne ferait pas vendre plus. Il répondit simplement « Ce qui vend, c'est la cohérence. Et la cohérence commence par respecter ceux qui bâtissent l'entreprise, pas seulement ceux qui la dirigent. » Ce genre de remarque aurait pu passer pour de la rhétorique. Mais Damien alla plus loin. Il participa lui-même à plusieurs sessions de formation. Il assista à une demi-journée dans le service de la maintenance informatique, une autre avec l'équipe de logistique. Il prenait des notes, posait des questions, sans condescendance. Et surtout, il écoutait. Cela, plus que tout, bouleversa les équipes. Julien, son fidèle assistant, fut témoin de cette transformation de l'intérieur. Il observait les nouvelles habitudes de son patron. Les livres laissés ouverts sur son bureau n'étaient plus des essais économiques, mais des romans, des biographies. Il restait parfois 1 heure, seul, à lire ou à écrire dans un carnet qu'il n'autorisait personne à ouvrir. Julien ne posa jamais de questions. Il comprenait que quelque chose de fondamental s'était rééquilibré. Dans les étages inférieurs, Céline poursuivait son travail avec la même régularité, mais elle n'était plus invisible. On la saluait désormais par son prénom. Certains employés, gênés de ne jamais avoir échangé un mot avec elle auparavant, tentaient maladroitement d'engager la conversation. Elle les accueillait avec sa sobriété habituelle, sans changer d'attitude. Ce n'était pas une revanche, c'était simplement une reconnaissance qu'elle n'avait jamais cherchée, mais qu'elle acceptait sans artifice. Damien continua à lui parler, mais de façon espacée, respectueuse. Il ne s'imposait pas. Lorsqu'il la croisait, il lui demandait simplement comment allait sa fille, si elle avançait dans ses projets de reprise d'études. Car Céline, après avoir longuement réfléchi, avait rempli le dossier de bourse interne proposé par Damien. Elle avait été acceptée. 3 soirs par semaine, elle assistait désormais à des cours en ligne en littérature française contemporaine. Elle retrouvait peu à peu une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Damien ne lui posait jamais de questions intrusives, mais il était présent. Il s'assurait discrètement que tout se passait bien. Il n'attendait rien en retour. Il n'avait plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Un après-midi, alors qu'il sortait d'un entretien avec des investisseurs, Damien croisa Céline dans le hall. Elle tenait un livre à la main. Il s'arrêta. « Qu'est-ce que vous lisez ?» Elle lui montra la couverture. Un recueil de nouvelles de Maupassant. Il sourit. « Je l'ai lu à 20 ans. Je n'ai rien compris. Il faudrait peut-être que je le relise. » Elle répondit « On lit différemment selon ce qu'on a vécu. » Il acquiesça. « C'est pour ça que je veux recommencer à lire. Pas pour comprendre, mais pour ressentir. » Ils restèrent quelques secondes à se regarder, comme 2 personnes ayant accepté de ne pas toujours tout maîtriser. Puis elle s'éloigna, et lui la suivit du regard un moment. Au sein de l'entreprise, de nouvelles règles furent instaurées. Non par décret, mais par l'exemple. Les pauses imposées aux équipes furent respectées. Les évaluations de performance intégrèrent une composante humaine, basée sur le respect des collègues et la coopération. Les promotions internes furent favorisées. Damien appuya personnellement ses décisions, souvent en contournant les anciens schémas qu'il avait lui-même contribué à imposer. Un jour, un jeune cadre, lors d'une réunion, osa exprimer un désaccord avec lui. L'assemblée se figea. Mais Damien répondit calmement « Je vous remercie. Continuez à me dire ce que vous pensez.
C'est comme ça qu'on avance. Ce type d'attitude, autrefois inimaginable chez lui, commença à se répandre. L'atmosphère générale d'Archion se transforma subtilement. Moins de peur, plus de paroles. Moins de façade, plus de substance. Céline, de son côté, poursuivait son chemin. Elle n'avait pas changé de poste, mais elle changeait de regard sur elle-même. Elle n'était plus une silhouette entre deux bureaux. Elle était devenue un point d'ancrage. Certains venaient la voir pour demander un avis, un conseil, un mot. Elle écoutait, répondait brièvement, sans jamais chercher à briller. Elle n'avait pas besoin de lumière. Elle était la preuve vivante qu'un geste simple pouvait redéfinir un destin. Damien ne fit jamais de discours public sur ce qu'il avait vécu. Il ne s'expliqua pas, ne se justifia pas. Il continua simplement d'agir autrement. Ceux qui voulaient comprendre n'avaient qu'à observer. Et ceux qui ne comprenaient pas n'avaient plus le pouvoir de l'arrêter. Il savait désormais que diriger ne consistait pas seulement à décider, mais à incarner. Il ne se considérait pas guéri, ni changé à jamais. Il savait qu'il pouvait rechuter dans l'arrogance, dans le contrôle, dans la distance. Mais il avait désormais une boussole, et elle n'était pas faite de tableaux Excel, ni de courbes ascendantes. Elle tenait en une phrase, dite par une femme assise sur un banc un jour de pluie. Personne n'est fait pour traverser cette vie complètement seul. 1 an s'était écoulé depuis ce 21 novembre, journée qu'ils avaient tous traversée avec l'écho discret mais profond d'un silence inhabituel. Pour la majorité des collaborateurs de la tour de Archion à Paris, la vie avait repris son rythme familier. Les ascenseurs grinçaient, les écrans s'allumaient, les cafés fumants étaient reposés dans les salles de réunion sans mots, comme avant. Pourtant, pour Damien Laurent, le PDG qui avait longtemps été intouchable, distant, inflexible, quelque chose avait changé. Il ne redevenait plus l'homme qu'il avait été. Il ne le souhaitait plus. Ce matin-là, l'immeuble au cœur du 9e arrondissement brillait d'une lumière pâle, typique d'un début d'hiver parisien. Les vitrages jetaient un reflet cristallin sur les toits des immeubles voisins. Les lumières intérieures s'allumaient dans un balai silencieux. Damien monta comme toujours au dernier étage, franchit les couloirs connus, fit le détour par la baie vitrée où il aimait s'arrêter quelques instants pour regarder Paris s'éveiller. Mais ce jour-là, il y avait un air de solennité, pas celle d'un anniversaire fêté, d'une cérémonie orchestrée, mais d'un temps accompli, d'un cercle bouclé. Il ne s'était pas souvenu avec impatience. Il n'avait pas attendu d'être célébré. Et pourtant, quelque part, il se sentait prêt. À l'heure habituelle, il s'installa dans son bureau, posa son manteau sur la chaise derrière lui, s'assit, il ouvrit son ordinateur, consulta les courriels, les rapports, mais son esprit vagabondait. Il repensa à cette petite boîte blanche que lui avait apportée Céline Moreau, à la flamme timide de la bougie, à ce moment suspendu dans le temps. Il se remémora la lente descente de l'ascenseur jusqu'au hall, ce couloir désert, cette porte qu'il franchissait avec une sensation nouvelle. Il revit son regard sur elle, et le sien, et l'espace entre les deux réduit par un simple « joyeux anniversaire ». Il se leva alors, marcha jusqu'à la porte qui donnait sur le hall. Il l'ouvrit, en silence. Le hall était calme, vide presque. La lumière tamisée des lampes murales jetait des ombres feutrées sur les plantes d'intérieur. Il avança, puis se tourna vers la porte extérieure. C'est là qu'il vit Céline. Elle se tenait là, un gâteau dans les mains. Pas un gâteau sophistiqué, juste un gâteau simple, enveloppé de papier blanc avec une petite bougie. Il sourit, doucement, s'avança vers elle. Elle le vit venir, parut surprise, mais ses yeux ne trahirent ni gêne ni hésitation. Elle posa le gâteau sur une table basse, le garda dans ses mains, le fixa. Il fit un pas de plus, s'arrêta. Puis il dit « Cette fois, je n'attends rien, mais je ne pouvais pas laisser passer ce jour sans venir vous remercier encore. Pour ce gâteau, pour tout ce qu'il a déclenché. » Elle resta silencieuse. Il poursuivit « 1 an s'est écoulé. J'ai changé. L'entreprise change. Et je crois que ce jour, oui, compte. Pas seulement pour moi. Pour tous ceux de l'Archion qui construisent et qui ne sont pas vus. » Céline hocha la tête, prit le gâteau, sortit une bougie qu'elle alluma. Ils se regardèrent. Le temps s'arrêta quelques instants. Il souffla la bougie cette fois. Elle sourit un peu. Il sourit. Ce n'était pas un grand éclat, mais un moment vrai. « Je voulais vous inviter à entrer, » dit-il. « Pas pour être votre patron, juste un homme qui vous remercie. »
Elle le suivit. Ils s'assirent. Les murs du hall semblaient s'écarter. L'absence d'écho rapprochait leur voix. Il parla peu, elle aussi. Mais la conversation était plus simple, plus libre. Il lui raconta ce qu'il avait fait depuis, les formations internes, les nouveaux programmes, l'engagement envers ceux que l'on oublie. Elle lui raconta ses cours du soir, le redécouverte de la littérature, de sa fille qui grandissait, de ses espoirs. Il l'écouta, vraiment cette fois. Puis il se leva. « Je voudrais que vous soyez ma plus proche collaboratrice pour le comité de liaison sociale. Je veux que votre voix soit là, que personne ne se sente invisible, jamais plus. » Elle posa la main sur son bras, doucement, et répondit « D'accord, si vous le voulez. » Il acquiesça un peu ému. Ils sortirent ensemble dans le hall. Le lendemain, chacun reprendrait son poste, ses responsabilités. Mais ce matin-là, devant la même porte par laquelle tout avait commencé, Damien souriait non pas pour lui seul. Il souriait parce qu'il savait que le vrai changement venait de l'autre côté de cette simple relation. Une femme invisible devenue essentielle, et un homme qui n'oublierait plus jamais qu'il avait été seul. Il comprit alors que diriger ne signifiait pas dominer, mais accompagner, et que la reconnaissance ne se mesurait pas en applaudissements, mais en regards véritables. Cette fois, il ne laissait pas l'anniversaire passer. Cette fois, il ne resterait plus dans l'ombre. Cette fois, il descendrait du 9e étage, non seulement pour commander, mais pour écouter. Non seulement pour décider, mais pour respecter. Et devant cette porte ouverte, il était un homme nouveau. Les 13 parties de l'histoire sont désormais terminées. Si vous souhaitez densifier ou ajuster un passage, ou retravailler certains dialogues ou descriptions, je suis prêt à le faire.